À bord de notre van avec chauffeur, nous prenons la route en direction des Maduré. La traversée en van des plantations de thé entre Munnar et Maduré offre une expérience unique et mémorable. Ce voyage vous permettra de découvrir de pittoresques villages et des paysages magnifiques, vous plongeant au cœur de la beauté naturelle et culturelle de la région. En quittant Munnar, vous serez immédiatement captivé par les vastes étendues de plantations de thé qui s'étendent à perte de vue. Les collines ondulantes recouvertes de théiers verdoyants créent une toile de fond spectaculaire. Vous pourrez observer de près les cueilleurs de thé au travail, glanant les feuilles fraîches avec habileté. C'est une opportunité unique de comprendre le processus de fabrication du thé, du champ à la tasse. En chemin, vous traverserez de charmants villages où le temps semble s'être arrêté. Ces villages pittoresques sont souvent habités par des tribus indigènes qui vivent en harmonie avec la nature depuis des générations. Vous pourrez découvrir leur mode de vie traditionnel, leurs coutumes et leur artisanat local. Leurs maisons colorées, leurs temples anciens et leurs marchés animés vous offriront un aperçu authentique de la vie rurale en Inde du Sud. Les paysages qui se dérouleront devant vous tout au long du trajet seront à couper le souffle. Les collines verdoyantes, les cascades scintillantes, les rivières sinueuses et les vallées luxuriantes vous enchanteront. Vous aurez également l'occasion de visiter des points de vue panoramiques, d'où vous pourrez admirer la splendeur de la nature environnante. La traversée se poursuivra jusqu'à Maduré, une ville riche en histoire et en culture. Vous pourrez visiter le célèbre temple de Meenakshi Amman, un chef-d'œuvre architectural du sud de l'Inde. Ses tours colorées et ses sculptures détaillées sont un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la dévotion religieuse. En conclusion, la traversée en van des plantations de thé entre Munnar et Maduré est une aventure inoubliable. Elle vous emmènera à la découverte de villages pittoresques, de paysages magnifiques et d'une culture riche. Préparez-vous à être émerveillé et inspiré tout au long de ce voyage captivant à travers les terres du thé en Inde du Sud. Ici, des plants de cardamome. Il fait très chaud, même pour les chiens. En quittant Munnar, vous commencerez à gravir les collines escarpées, serpentant le long des routes étroites qui s'enroulent autour des montagnes. Les routes sinueuses ajoutent une dimension d'aventure à votre voyage, vous donnant l'impression de suivre les courbes de la nature elle-même. Les virages serrés et les pentes raides demandent une conduite prudente, mais ils offrent également des panoramas à couper le souffle à chaque tournant. Le long du trajet, vous serez entouré d'une végétation luxuriante et de forêts denses. Les collines couvertes de plantations de thé et de café offrent un contraste saisissant avec les sommets montagneux qui se profilent à l'horizon. Les cascades jaillissantes et les rivières qui serpentent en contrebas ajoutent une touche de fraîcheur et de beauté naturelle à votre voyage. Les routes sinueuses de montagne vous permettent également de profiter de panoramas panoramiques. À mesure que vous gagnez en altitude, vous pourrez vous arrêter à des points de vue stratégiques pour admirer les vues époustouflantes sur les vallées en contrebas, les pics montagneux majestueux et les nuages flottants au-dessus des sommets. Cependant, il est important de noter que ces routes peuvent être parfois exigeantes pour les conducteurs et nécessitent une attention constante. Il est conseillé de respecter les limitations de vitesse et de faire preuve de prudence lors de la conduite. En conclusion, les routes sinueuses de montagne entre Munnar et Maduré offrent une expérience de conduite mémorable. Les virages serrés, les paysages montagneux à couper le souffle et les vues panoramiques font de ce trajet un voyage inoubliable. Préparez-vous à être émerveillé par la beauté de la nature tout en appréciant cette aventure sur les routes de montagne de l'Inde du Sud. La traversée d'un village dont les habitants sont en train de célébrer une fête religieuse. Hommes et femmes, en tenue impeccable, marchent dans une atmosphère joyeuse, portant des offrandes destinées aux divinités, en direction du temple. Maduré, situé dans une plaine pittoresque, est entouré d'une abondance de lacs et de cultures diverses, notamment des cocotiers, des ananas et de la canne à sucre.
Cette configuration géographique offre à Maduré un paysage riche et varié, ainsi qu'une économie agricole florissante. Les lacs qui parsèment la région de Maduré ajoutent une certaine beauté et une tranquillité à l'environnement. Ces étendues d'eau offrent des reflets scintillants de la lumière du soleil et créent un cadre paisible pour les habitants et les visiteurs. Certains de ces lacs sont également utilisés pour l'irrigation des terres agricoles, contribuant ainsi à l'agriculture prospère de la région. Les cultures de cocotiers, d'ananas et de canne à sucre dominent les terres agricoles de Maduré. Les cocotiers, avec leurs palmes gracieuses et leurs noix de coco savoureuses, sont une ressource polyvalente. Les noix de coco sont utilisées pour leur eau rafraîchissante, leur pulpe nutritive et leur huile nourrissante. Les ananas, quant à eux, ajoutent une touche de couleur vive avec leurs feuilles pointues et leur chair sucrée. La canne à sucre, avec ses hautes tiges, est cultivée pour son jus sucré, utilisé dans la préparation de sucre et de produits dérivés. Ces cultures agricoles ne sont pas seulement essentielles pour l'économie locale, mais elles font également partie intégrante de la culture et de la cuisine de Maduré. Les cocotiers fournissent de la noix de coco fraîche pour les plats traditionnels, tandis que les ananas et la canne à sucre ajoutent une douceur naturelle aux mets locaux. La richesse agricole de Maduré est donc un atout précieux pour la région, tant sur le plan économique que culturel. Maduré bénéficie d'une situation géographique privilégiée dans une plaine parsemée de lacs et de cultures de cocotiers, d'ananas et de canne à sucre. Cette diversité agricole ajoute une beauté naturelle à la région tout en contribuant à son économie et à sa culture. Lors de votre visite à Maduré, prenez le temps d'apprécier ces paysages magnifiques et de goûter aux délices culinaires issues de ces cultures locales. Au cœur de l'ancienne ville de Maduré, en Inde, se trouve l'un des plus grands temples du pays. Surplombant le mur de 6 mètres qui entoure le site, le célèbre temple est un phare pour les 15 000 pèlerins qui se pressent chaque jour jusqu'à l'état du Tamil Nadu. Consacré à la déesse Meenakshi, l'incarnation de la déesse hindoue Parvati, c'est l'un des rares monuments religieux d'Inde à être dédié à une divinité féminine. Connue sous le nom de « déesse aux yeux de poisson », en raison de ses yeux à la forme parfaite, Meenakshi incarne la fertilité et l'amour. Des milliers de statues de pierre colorées recouvrent la façade du temple de Meenakshi Amman, l'un des rares monuments religieux indiens à être consacré à une divinité féminine. Tous les 12 ans, les statues d'animaux, de divinités et de démons aux couleurs vibrantes sont repeintes et restaurées. Ce temple célèbre l'union divine avec son amant Sundareshvara, Shiva chez les hindous. Au cœur du site se trouvent 2 sanctuaires qui leur sont dédiés. Chaque soir, Sundareshvara est transporté jusqu'à la chambre d'argent de Meenakshi lors d'un cortège élaboré, avant d'être ramené dans ses quartiers au moment de la prière du matin. Ce lieu sacré est un chef-d'œuvre de l'architecture dravidienne, célèbre pour ses structures gigantesques et ses hautes gopurams, ou tours, entourées de piliers ornementés. Ces 4 entrées principales, chacune dirigée vers l'un des points cardinaux, ne peuvent être vues nulle part ailleurs. Des milliers de statues en pierre aux couleurs vives représentant des animaux, des divinités et des démons composent les murs des 14 tours du temple, dont la plus haute s'élève à 52 mètres de hauteur. Elles sont repeintes et restaurées tous les 12 ans. La salle des 1000 piliers, qui tient lieu de musée du temple, présente également des colonnes minutieusement sculptées. Le temple a été bâti pour la première fois en l'an 600 de notre ère par les hindous tamouls, avant d'être détruit par les conquérants musulmans au cours du XIVe siècle. 250 ans plus tard, au cours du XVIe siècle, le site sacré a été reconstruit en un somptueux édifice tel que nous le connaissons aujourd'hui. D'après la littérature tamoule ancienne, elle avait été à l'origine construite par les survivants du continent disparu de Kumari Kandam, une terre mythique qui s'étendait à travers l'océan Indien. Le temple de Meenakshi est pour de nombreuses personnes du sud de l'Inde ce que le Taj Mahal est au nord de l'Inde. Une multitude de pèlerins se rendent sur le site pour méditer, se joindre aux prières des prêtres brahmanes résidents et se baigner dans des bassins ornés de fleurs de lotus dorées, réputés pour porter chance à ceux qui s'y immergent.
un orgue. Machine à extraire le fameux jus de canne à sucre. Les locaux en raffolent, surtout le soir en rentrant chez eux. Un art éphémère de peinture au sol du sud de l'Inde. Une autre particularité folklorique de l'Inde du Sud, c'est l'art du kolam. C'est un art traditionnel résolument féminin et très ancien en Inde, en particulier dans les États du Tamil Nadu, de l'Andhra Pradesh et du Karnataka, où il est généralement transmis de mère en fille. Encore bien vivant dans les villages, il tend forcément à se perdre dans les grandes métropoles urbaines. Le kolam a une symbolique positive et heureuse. Je pensais qu'il serait intéressant de s'attarder sur cet art de la rue, méconnu des Occidentaux. Le kolam, qu'on appelle aussi rangoli, se présente sous la forme d'un dessin au sol, notamment devant l'entrée de la maison, ou devant les représentations des divinités. Dans tous les cas, ce sont les femmes qui l'exécutent en général et elles le font en l'honneur de la déesse Lakshmi, qui est invitée ainsi à apporter chance et prospérité dans la maison et la famille. C'est aussi un signe de bienvenue pour les visiteurs, sans oublier l'agrément esthétique que de toute façon une telle décoration offre aux yeux de tous. Traditionnellement, c'est sur un sol humidifié que sera tracé le dessin. Celui-ci reprend des motifs géométriques déjà connus, mais peut aussi faire appel à l'inspiration personnelle du moment. Des représentations plus figuratives, en particulier celles de fleurs, ne sont pas exclues cependant. Des fleurs coupées pourront d'ailleurs également être déposées sur le kolam pour en parfaire l'esthétique. Le tracé des motifs est normalement réalisé avec de la farine de riz et diverses poudres colorées. Il s'agit de les répandre d'un geste habile de la main de manière à former des lignes ou à remplir des secteurs du motif. Le pouce et l'index rendent fluide et guident la poudre de manière à laisser une trace régulière au sol. Le motif est commencé par son centre puis est continué en s'en éloignant. C'est pour essayer, c'est pour essayer. Ne lui brûle pas sa jupe, hein. Ne lui brûle pas sa jupe. Ouais, fais gaffe, hein. Vite, vite, vite. Au cours de nos déambulations dans les rues de Madurai, un repasseur de rue a invité Monique à démontrer ses compétences en matière de repassage à l'ancienne. Elle s'en est pas mal sortie.
Situé à proximité du célèbre temple de Minakshi Amman, ce palais majestueux est un superbe mélange de styles islamiques et dravidiens. Conçu par un architecte italien et autrefois résidence du roi, le palais était 4 fois plus grand que ce qui en reste aujourd'hui. Reconnu pour la beauté de ses stucs, notamment sur ses arcs et ses coupoles, il est un plaisir pour les yeux des visiteurs. Il est magnifiquement décoré tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Une autre de ses caractéristiques notables est le pavillon céleste en briques et en mortier construit sans poutres ni chevrons. Le palais est composé d'environ 248 piliers, ce qui donne une idée de sa taille impressionnante. La partie principale du palais est divisée en 2 parties, Rangavilaza et Swargavilaza. Ces parties abritent elles-mêmes une variété de sections, dont la résidence royale, le sanctuaire, les appartements, le théâtre, l'étang, le jardin, l'armurerie et le kiosque à musique royale. Le complexe abrite également un musée qui expose un aperçu de l'histoire, de l'art et de l'architecture de la région. Les touristes peuvent également assister à un spectacle de son et lumière organisé dans le palais. Nommé monument national juste après l'accession des Indiens à l'indépendance, le palais a été construit en 1636 par le souverain de Madurai, Tirumale Nayak, et est considéré comme le monument le plus illustre construit grâce à son mécénat. La cathédrale Sainte-Marie est également connue sous le nom d'église Notre-Dame des Douleurs. C'est l'une des églises les plus populaires non seulement à Madurai, mais aussi au Tamil Nadu. Sa beauté architecturale attire de nombreux visiteurs ainsi que sa signification religieuse, ce qui en fait un endroit qui vaut la peine d'être visité lors d'une visite de Madurai. Avec une histoire de plus de 150 ans, cette paroisse présente un beau mélange de styles architecturaux romains, européens et autres. Construite en 1841, la cathédrale Sainte-Marie a plus de 150 ans. Initialement, cette église a été construite comme une petite chapelle par le père Garnier sur un terrain acheté en 1840 par le père Bertrand.